Salut les Marc et les Smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast officiel des cahiers du catch où on analyse chaque semaine Monday Night Raw. Aujourd'hui je suis accompagné par Ringside. Salut. Ringside. Et je suis Hank aussi, hein, si vous ne me connaissez pas. On m'appelle aussi El Patron. Je suis l'initiateur de cette petite entreprise. Non, je déconne. Bref, on va parler de ce Monday Night Raw, donc du coup du 18 juillet, si je ne me trompe pas. Je regarde mon calendrier. Non, 17. Voilà, 17 juillet. Donc c'est Monday Night Raw qui se passait à Nashville, en Tennessee. Ça a commencé avec Dean Ambrose, le lunatique fringue, qui arrive sur le ring suite à l'attaque du Miz la semaine dernière. Hein. Il est un peu remonté et donc voilà, il veut voir le Miz. Alors il dit d'abord. C'est super d'être à Nashville, Tennessee, tout ça, enfin la cheap pop basique. Et puis après il dit ouais, j'ai des comptes à régler avec le Miz, comme à peu près la même chose depuis 6 mois. Et là c'est pas le Miz qui arrive, c'est Seth Rollins qui lui aussi a des problèmes avec le Miz depuis la semaine dernière, ou depuis 2 semaines, Ringside, je ne sais plus. La semaine dernière, 2 semaines. Une dizaine de jours. Ouais, voilà. Allez, une bonne quinzaine. Donc du coup, Rollins qui s'est un peu infiltré là-dedans pour s'échapper de sa rivalité avec Strowman, hein, qu'il a perdu. Et donc, contre Bray Wyatt. Contre Strowman, contre Bray Wyatt. Oh là, j'ai dit n'importe quoi. Bref, Rollins arrive. Et il vient demander à Ambrose si quand il affrontera le Miz, hein, parce que Rollins veut affronter le Miz et c'est son Miz tourage composé de Bo Dallas et Curtis Axel. Donc si il va pouvoir compter sur son ami Dean Ambrose pour affronter Miz et ses amis. Ambrose il fait un peu sa pleureuse, il dit ouais mais le Shield ça existe plus, t'es plus mon pote, tu m'as trahi, moi je te ferai jamais confiance et tout. Donc Rollins n'arrive pas à le convaincre. Et puis au bout d'un moment Rollins il dit Ambrose, puisque t'as une chaise dans les mains, on savait même pas pourquoi il avait une chaise dans les mains depuis le début, mais puisque t'as une chaise dans les mains Ambrose, et vas-y, attaque-moi, vas-y. Et donc du coup Rollins se met un peu en position christique comme ça, et puis il attend le coup de chaise de Dean Ambrose. Coup de chaise qui, pour les gens qui ont commencé le catch plus tard que la séparation du Shield, qui était significatif de la séparation du Shield, c'est comme ça que Rollins a frappé Roman Reigns et Dean Ambrose, et donc cassé le Shield. Bref, donc Ambrose il hésite, et puis finalement il balance la chaise dehors. Et à ce moment-là où on se dit ils sont réconciliés, eh bien c'est le Miz qui arrive et qui le rappelle que Ambrose est un gros loser qui a perdu aux 2 derniers pay-per-view, donc c'est Extreme Rules et Great Balls of Fire, et que de toute façon il n'arrive à rien tout seul, c'est pour ça qu'il a besoin de Seth Rollins, ce qui est assez ironique puisque le Miz est accompagné de Curtis Axel et Bo Dallas qui arrêtent pas d'intervenir dans ces matchs. Bref, Bo Dallas et Curtis Axel encerclent Rollins et Ambrose et ils viennent pour les massacrer. Et prennent le dessus, hein. Le Miz aussi participe un petit peu. Et ça se finit avec un skull crushing finale du Miz, donc du coup sur Rollins, sur la chaise en question. Fin de la séquence. Qu'est-ce que t'as pensé, mon cher Ringside, de cette introduction? Je suis un peu partagé parce que c'est pas mal fait. On est dans quelque chose qui est assez propre, mais le problème c'est qu'on est sur une rivalité entre Ambrose et le Miz qui dure depuis des siècles, donc c'est pas super fun. On a Seth Rollins qui arrive dans la partie qui est toujours aussi mal booké.
Donc tout est expliqué, ça parle beaucoup, il n'y a pas de zone d'ombre, hein, on nous explique tout du début à la fin, ils surexpliquent les choses dans leur discours. Maintenant, je pense que ça peut fonctionner pour des nouveaux spectateurs, des gens qui débarquent. Ouais. Ils ont une trame classique méchant contre gentil. On nous explique un peu tous les tenants et les aboutissants. On a des méchants très caricaturaux, très île de la vieille époque, avec le Miz et le Mistourage. En plus, le Miz est champion, donc ça tourne autour du titre intercontinental au final. Donc pour des gens qui découvrent le show, ça peut être une bonne porte d'entrée. Maintenant, pour les suiveurs de longue date, je suis pas sûr que ce soit très passionnant. Il y a ce côté aussi réunion du Shield, mais alors réunion du Shield à deux. Donc c'est pas vraiment une réunion du Shield. Et puis donc là, après on apprend qu'ils vont booker un match pour la semaine prochaine qui sera un match handicap. Alors ça c'est pas une clause que j'aime beaucoup parce que si c'est les méchants qui gagnent, les faces ils vont passer pour des abrutis d'avoir accepté un challenge 2 contre 3. Et si c'est les gentils qui gagnent, les méchants ils font pitié parce qu'ils ont perdu un match handicap, ce qui les détruit un petit peu, qui leur fait perdre leur crédibilité. Mais dans l'absolu, voilà, c'est une bonne porte d'entrée, je dirais, pour des nouveaux spectateurs, mais sinon pour les suiveurs de longue date, je pense pas que c'était très passionnant. Je trouve ça assez étonnant qu'ils aient fait un segment d'intro comme ça sur qui est pas relié à un match de la soirée. Du coup, c'est où généralement quand ils font ça, c'est vraiment qu'il y a une grosse tête d'affiche. Là, pour le coup, c'est pas non plus c'est pas non plus un match qui fait rêver. On a vraiment l'impression que la WWE a du mal à trouver quelque chose d'intéressant à faire à Rollins. Ambrose aussi un petit peu, mais donc du coup c'est comment on dit en français, c'est parce que moi tu sais je vis aux États-Unis. Non mais c'est les Américains disent trading waters. Donc ça veut dire en fait un peu remuer vaguement quelque chose mais genre rien faire quoi. C'est genre faire un peu bouger tout le monde mais en fait brasse du vent, voilà, c'est brasser du vent, c'est à peu près ça. Et donc j'ai un peu l'impression que cette rivalité pour l'instant ça brasse du vent quoi. Donc bon, heureusement juste après, un peu plus tard, nous avons eu un Bayley contre Alexa Bliss. Rappelons que Bayley a battu Alexa Bliss la semaine dernière dans un tag team match, où elle était associée à Sasha Banks contre Alexa Bliss et Nia Jax. Et puis donc du coup elle a gagné un petit peu grâce à une intervention de Sasha Banks pour empêcher Nia Jax d'intervenir justement. Et donc ce match Bayley contre Alexa Bliss qui je pensais au départ serait un match pour avoir justement une opportunité au titre, et finalement non, enfin j'ai l'impression qu'ils se sont un peu contredits là-dessus, mais bref. Nia Jax arrive dès la première minute de ce match pour rassurer sa copine Alexa Bliss. D'ailleurs Michael Cole qui l'appelle Little Swiss Bliss, hein. Il a confondu avec Cesaro. Donc Bliss se fait dominer pendant quelques minutes et puis elle décide de sortir du ring, hein, toujours sur la thématique où elle veut se faire disqualifier. Nia Jax donc protège Alexa Bliss de Bayley et même pousse Bayley à terre, mais c'est à ce moment-là que Sasha Banks arrive pour attaquer Nia Jax une nouvelle fois, et pendant ce temps-là Alexa est distraite et se fait prendre par le Bayley to Bayley. Victoire de Bayley. Donc finalement en fait le scénario de la semaine dernière sans l'aspect tag team. Mais un match qui a pas duré plus longtemps qu'il devait durer pour ce qu'il voulait faire. Et plus tard on a eu par contre un segment sur lequel chacun aura un avis différent, je pense. Mais c'est donc Bayley et Sasha Banks qui vont voir Kurt Angle en mode un petit peu collégienne. Sasha Banks, elle fait oui, mais alors ma copine Bayley, elle pense qu'elle a le droit à une opportunité au titre,
parce que voilà, elle a battu Alexa Bliss ce soir. Oui, mais moi j'étais à 2 doigts de battre Alexa Bliss il y a je sais plus 2 semaines à Great Balls of Fire. Alors machin, je mérite plus une opportunité au titre. Et bien sûr, Kurt Angle y répond de façon totalement logique. Vous aurez un match toutes les deux la semaine prochaine pour déterminer qui sera contre Alexa Bliss à SummerSlam. Voilà pour les filles en ce moment. Bah vas-y, Ring, qu'en as-tu pensé? Alors moi j'étais très content du début du match entre Bayley et Alexa Bliss. Ça commençait à aller à 100 à l'heure, on sentait le grand match arriver. Et puis finalement Nia Jax a débarqué. Et ça a tué tout le truc. Après, on est rentré dans le segment classique service minimum qui va déboucher heureusement sur un match Sasha Banks contre Bayley la semaine prochaine. Donc ça va être cool. Mais sinon, c'est service minimum quoi. Déroulement classique, la méchante Bliss et on met toujours Nia Jax dans l'affaire, ce qui est plutôt bien. Mais je suis un peu déçu de pas avoir vu un vrai bon match entre Alexa Bliss et Bayley. Mais pour le reste, c'est bon, c'est plutôt bien amené, même si on est vraiment encore une fois, comme je le dis, sur le service minimum, quoi. Service minimum. Grève des écrivains. Moi, ça me va pour l'instant. J'attends de voir. Je les vois bien faire un triple threat. Je sais pas comment ils vont réussir à booker la semaine prochaine, mais je les vois bien balancer un triple threat à SummerSlam. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a au moins 2 rivalités, voire 3 rivalités où on pourrait avoir des matchs à 3, au minimum 3 équipes ou 3 concurrents à SummerSlam pour les matchs. Donc voilà. On va passer. Je vais d'abord vous rappeler ce que j'ai pas dit au début, qui était annoncé au début du show. C'est que le main event ce soir, c'est bien sûr Joe contre Reigns pour affronter Brock à SummerSlam. C'est la stipulation pour la ceinture, bien sûr, universelle. Mais on va revenir sur la terre violette. Sur les cruisers. Les cruisers. Et ce soir, d'ailleurs, ils n'ont pas leur corde violette. Mais bref. On a d'abord Titus O'Neil, donc backstage, qui parle à Tozawa et Apollo Creed. On l'appelait Apollo Creed. Il essaye un peu de les Apollo fucking Crews. Fucking Crews, comme dirait Giscal. Et donc, il essaye de les motiver, en fait, pour la suite. Enfin, Apollo Crews, il a rien de prévu ce soir, mais Tozawa, il se fait arnaquer de tous les côtés. Tozawa, il se fait arnaquer par Daivari, il se fait arnaquer par Neville. C'est voilà. Donc il y a Daivari au moment où Titus O'Neil est dans son speech de motivation qui arrive. Et qui dit oui, alors toi ton coup la semaine dernière contre alors je sais plus de qui il parlait, c'était contre Neville, je ne sais plus, enfin bref, il parlait du coup de Tozawa contre Neville qui est du coup le coup de la corde à linge dans les couilles, et donc Daivari il dit en Iran, de mon pays d'origine, et on fait pas ça, non. On fait que lapider des femmes. Non, il a pas dit en Iran ça. en vacances. Effectivement, c'est vrai, ils font pas ça, ils pleurent pas pour avoir des rematchs après avoir pris des cordes dans les burnes. Et donc il se plaint, Daivari, il se plaint que son match, parce qu'il a eu un match la semaine dernière justement contre Tozawa, et il a été interrompu par Neville. Et donc il a pas pu fêter sa victoire parce que bien sûr Daivari il pense qu'il aurait gagné. Donc ce soir on a un rematch Tozawa contre Daivari. Et donc on a Tozawa contre Daivari. Je vais en parler vite fait. Donc c'est Daivari qui vise l'épaule blessée de Tozawa de la semaine dernière, blessé par le Rings of Saturn de Neville. Si vous suivez encore, donc Daivari piétine Tozawa au point où l'arbitre arrête le match. Et là on se dit disqualification. En fait pas du tout. C'est Titus O'Neil qui a demandé que le match s'arrête pour préserver son poulain. Et donc c'est la victoire de Daivari.
Et un peu plus tard, on a Tozawa qui gueule sur Titus O'Neil, qui dit mais j'ai jamais demandé que t'arrêtes le match et tout. D'ailleurs, Tozawa qui étonnamment, enfin alors je suis pas assez 205 Live, parle plutôt bien anglais. Hein. C'était. Ouais, c'est pas si catastrophique que ça. Ouais, hein. Il a pas énormément de choses à dire, mais il le dit bien. Hein. On a une pensée pour toi, Nakamura. Et donc, Titus il fait bon bah d'accord, je vais te programmer un rematch à 205 Live le lendemain. Voilà. J'ai pas regardé le résultat. Est-ce que t'as regardé le résultat ringside? Tozawa gagne sur roll-up. Magnifique. Voilà, comme ça, vous n'avez pas regardé 205 Live et ne mentez pas, vous ne vouliez pas le regarder. Donc du coup, est-ce que tu as un petit commentaire à sortir là-dessus? Moi j'ai l'impression que au moins il y a, même si c'est pas extraordinaire, au moins les segments avec Titus O'Neil sont plutôt sympathiques. Les matchs me semblent un peu plus punchy, même s'il leur donne vraiment pas de temps. Enfin, il leur donne vraiment pas de temps à Raw. Par contre, j'ai l'impression qu'à 205 Live, c'est de mieux en mieux. Enfin, j'ai pas vu le dernier, j'ai vu celui de la semaine d'avant et je trouvais que c'était. Enfin, en tout cas, ce qui tourne autour de Tozawa, les matchs sont plutôt sympathiques. Mais après, bon, chacun son. Bah, quand j'ai vu les résultats qu'il avait gagnés sur Roll-Up, je me suis dit, voilà, encore une belle construction d'un top babyface. Non, bah, effectivement, ça pourrait être sympa, toute cette histoire autour de Titus O'Neil si les matchs n'étaient pas aussi nuls, quoi. C'est vraiment le fond du panier. Encore une fois, puis qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrêter un match en plein milieu? Juste la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un clin d'œil à la New Japan Pro Wrestling? Parce qu'il y a le G1 Climax en ce moment qui a commencé, hein, le plus gros tournoi de l'année au Japon, puis un peu le plus gros tournoi de catch à travers le monde au final. Et on a Tanahashi, John Cena japonais, un peu si on veut, qui est le champion intercontinental actuel, qui fait le match en étant blessé. Il a une blessure à l'épaule, il a un biceps retourné, là, je sais pas comment on appelle ça, et il veut pas aller se faire soigner, donc il va faire tout le tournoi blessé. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil, ce petit côté Tozawa aussi blessé à l'épaule, qui veut continuer à se battre malgré qu'il devrait aller se faire soigner. Mais en tout cas, allez regarder le G1 Climax plutôt que de perdre du temps à regarder 205 Live. La première journée est disponible gratuitement sur le New Japan World. Voilà. Voilà. Allez-y. C'est ce que j'ai à dire. Allez-y, c'est très très bien. On a eu aussi côté cruiser. Alors bon, il n'y aura pas de Jobbers World aujourd'hui, mais on va dire que le Jobbers World c'est ça, c'est Brian Kendrick. Cruiser World. Le Cruiser World, c'est Brian Kendrick qui est arrivé avec Drew No Fly Zone Goulag contre Mustafa Ali et Gallagher. Donc voilà, un petit match tag team qui a duré, mais un truc sur 3 minutes. Et on nous rappelle que la feud entre Kendrick et Gallagher est passionnante, puisque en fait le prétexte c'est que depuis des semaines Kendrick se déguise en Jack Gallagher et dit que c'est un faux William Regal et que c'est un bon, bref, on s'en fout. Et victoire de Jack Gallagher et Mustafa Ali qui a fait son joli finisher, le Inverted 450 Splash, je crois ça s'appelle. Le 054, je crois qu'il l'appelle. Ouais. Corey Graves. D'ailleurs, le hot tag de Mustafa Ali, c'était juste faire son 450 inversé. Ça s'est limité à ça, sa prestation dans le match. Voilà, c'est encore le match était complètement nul, donc enfin c'est même pas que c'était nul, c'est qu'ils ont rien fait, ça a duré 3 minutes. Donc voilà, on s'était plaint la semaine dernière qu'on ne voyait plus Gallagher, Mustafa Ali, Drogulak et compagnie. Ben voilà, on nous a entendus, on les a vus cette semaine. Ben finalement, c'était aussi bien quand on les voyait pas. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai dit laissez un seul match de cruiser par Raw et mettez pas un deuxième pour avoir un deuxième, parce que ça sert à rien. Et surtout pour nous raconter l'une des pires storylines. Enfin maintenant que Alicia Fox c'est fini, c'est la pire storyline du show. Donc on va passer à. Puis on n'ira pas regarder 205 Live, donc c'est pas la peine de voilà, utiliser 205 arrêtez. Live. Pourtant moi, du moins moi, je sais pas si toi t'es abonné, mais moi je paye ma cotise au network et je ne regarde pas 205 Live. Je regarde NXT. Exactement.
Regarde c'est pareil. Les WWE 24 et Table for Free, ça c'est très, très bien. Regardez les tables pour 3. C'est très bonne. Je préfère regarder des vieux Monday Night Raw, des vieux WCW Night Voilà. Raw que de regarder 205 Live. Voilà, Que ce vous soit regardez quelques Monday Night Raw bookés par Vince Russo. Ça vous réchauffera le cœur. Allez, Enzo Amore arrive. Et il parle de sa franchise, ensuite du fait que même si Cass c'est un gros baraquet, sa taille ne leur a jamais fait gagner de Tag Team Championship. Il fait du trash talk habituel sur Big Cass, disant justement que t'as beau être gros baraque et la ramener, la semaine dernière tu t'es fait manger par le Big Show. Cass arrive et il parle à 2 à l'heure comme d'habitude, et puis il dit si tu te tais pas, moi je vais te frapper, ok, alors attention. Et donc du coup il avance vers le ring à la vitesse d'un escargot. Et Cass, Enzo au milieu du ring, il fait un petit peu le malin, il fait la poule comme d'habitude. Et puis au moment où Cass rentre dans le ring, Enzo il se tire rapidement. On se dit qu'est-ce que c'est une partie de cache-cache. Mais non, en fait Enzo reprend le micro. Et il prend le micro et il chope un gosse aussi en même temps. Ouais. C'est pas pourquoi. Fait son Goldberg. Et il s'assoit sur une chaise et puis il dit tu vas te battre et je vais te regarder avec plaisir perdre. Et à la fin je te dirai how you doing. Puisque c'est à ce moment-là qu'arrive. Ouais, c'est le gros chauve. Le gros chauve arrive et puis c'est parti pour le match, ou du moins c'est ce qu'on pense, puisque Cass attaque le Big Show juste avant qu'il rentre dans le ring. Le Big Show ensuite le balance quand même au moins 3 fois dans les barrières, mais finalement c'est Cass qui prend le dessus, et puis c'est un véritable beatdown du Big Show à l'extérieur du ring et je crois un petit peu dans le ring. Le Big Show finit à terre complètement sonné. Big Cass s'en va. On voit le Big Show après se relever et regarder au loin Big Cass, et il a le nez un petit peu ensanglanté quand même. Donc petit peu le nez cassé comme ça. Bon, il a mis un petit peu trop la sauce. Donc voilà, c'est un peu l'avancement de la storyline entre Big Cass, Enzo, Big Show. On sait pas trop qu'est-ce que ça fait tout ça. Qu'est-ce que ça fait tout ça, Ringside? Qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh bien voilà, c'est la transformation de Big Cass en géant officiel, heel, méchant, qui va détruire le Big Show apparemment. Mais tout ça, ça manque de punch. Il manque quelque chose à Big Cass. Alors effectivement, il s'est cassé début en solo, mais il y a du travail. Alors c'est bien de le faire travailler avec le Big Show pour qu'il comprenne un petit peu comment il doit jouer les géants. Mais là, ils viennent casser le nez du Big Show, donc je pense que ça va démarrer mal leur association. Ça va peut-être mal se passer pour lui la semaine prochaine. Il va peut-être se prendre quelques atémis méchants et il aura le torse rouge à mon avis à la fin du match la semaine prochaine. Le Enzo qui est donc le babyface, alors il a parlé encore au moins 10 minutes. Oui, c'est ce que j'ai pas dit. Je vous ai résumé vaguement le truc, mais en fait c'était le blabla habituel, et c'était même limite plus habituel, enfin plus généraliste que les dernières semaines. Donc du coup on commence à remarquer que ils ont rien sous la patte là, les auteurs de la WWE, qui sont en train de patauger. Voilà, 10 minutes à perdre, alors on fait parler Enzo pendant 10 minutes. Il maîtrise le micro, il n'y a pas à chier, mais voilà, au bout de 5 minutes, il y en a marre quand même. Donc après, il y a 5 bonnes minutes de trop. Pour moi,
le problème, c'est qu'ils auraient jamais dû séparer l'équipe, que tout ça, ça va un petit peu dans le mur. Je pense pas que Big Cass il arrivera à convaincre. Donc malheureusement, voilà, pour moi, c'est un segment qui fonctionne pas. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose de Big Cass d'un peu plus percutant. Là, on l'a vu essayer de prendre des bumps, c'était assez impressionnant quand même quand il se fait balader par le Big Show comme ça. Mais après, lui, quand il est dans le ring et qu'il fait le monstre l'autre de force, ça fonctionne vraiment pas. Et puis il était plus à sa place en coéquipier tag team à faire le hot tag que en solo. J'ai vraiment peur que ça fonctionne pas. Et au final, plus les semaines passent, plus je vois pas l'intérêt d'avoir séparé l'équipe au final. C'est vrai parce qu'on espérait peut-être qu'il y ait un plan pour les deux. Et finalement, ils n'ont pas changé. Les deux n'ont pas vraiment changé de personnalité. Même si Big Cass est un méchant, finalement, il parlait exactement de la même façon avant de tourner heel. Donc du coup, voilà, il manque. En fait, on a envie de voir un nouveau. Enfin, moi, j'ai envie de voir un nouveau Big Cass, même s'il est mauvais, au micro, au moins changer l'apparence, changer le package, changer le package parce que là, on a l'impression de voir un gars qui vient d'arriver à NXT, qui est censé être méchant et qui a pas de gimmick, qui a pas de costume, qui a rien. Donc voilà. On dirait qu'il vient de débarquer, alors que ça fait quand même un bon moment qu'il est là. Mais bon. Donc c'est dommage. On va passer à Finn Balor contre Elias Samson, édition numéro 3, 4, je ne sais plus. Je sais pas. En tout cas, on a déjà vu la semaine dernière, ça, c'est sûr. Ce qu'il y a de bien avec la WWE, c'est que pour l'instant, ils ont toujours pas officialisé que c'était une vraie rivalité, puisque il n'y avait pas eu d'affrontement au dernier pay-per-view et on nous en a pas annoncé un pour l'instant pour SummerSlam. Mais donc, Finn Balor contre Elias Samson. Comme d'habitude, Elias, il arrive, il tente de chanter une chanson, il pourrit les gens de Nashville, et puis Finn Balor arrive. C'est un duel entre vitesse et violence. Alors, Finn, dès que Finn en fait tente d'accélérer un peu le jeu, Elias lui met des grosses clotheslines, des gros coups stiff, et puis à un moment il est carrément à deux doigts de le battre sur une très jolie sit-out powerbomb. Mais seulement compte de 2. Après il se retrouve à l'extérieur où Elias pète carrément les plombs, parce que voilà, il n'arrive pas à choper cette petite mouche perturbante de Finn Balor, et il lui casse carrément sa guitare sur le crâne. DQ. Donc voilà, on se dit la rivalité est en train de prendre un peu de chaleur, un peu de caliente, mais heureusement on vient nous doucher avec Bray Wyatt sur le Titantron qui apparaît. Bray Wyatt, hey mec, j'ai plus rien à faire mec. Et tu pourrais pas avoir une rivalité avec moi mec? Oh yeah, allez s'il te plaît. Ouais, alors du coup toi il paraît que t'es un mythe, mais moi je suis pas un mythe, je suis un dieu, tu comprends? Je vais être ton cauchemar, tu vois, philosopher, blablabla. C'est à peu près tout. Donc, c'est ça. Donc on nous annonce un peu plus tard, désolé je suis en train de tuer un insecte, voilà. On nous annonce un peu plus tard que on aura un match sans disqualification, Finn Balor contre Elias Samson, avec bien entendu intervention de Bray Wyatt. Voilà, oui. C'est à peine prévisible. C'est annoncé. Non, c'est pas sur l'affiche, mais c'est tout comme. Qu'est-ce que t'as pensé au moins du match, Ring? C'était le même que la semaine dernière, donc j'invite les auditeurs à écouter mon avis sur la semaine dernière. Il y a eu un fracassage de guitare, c'est normal, on devient à Nashville, donc petit clin d'œil pour cette ville. Patrimoine du catch et de la musique country, enfin musique en général. Un cassage de guitare assez mal exécuté d'ailleurs, parce que d'après ce que j'ai compris de mes informations, il a dû avoir très mal en fait, Finn Balor, même si visuellement on voyait qu'il lui explosait sur l'épaule. Visiblement c'est un coup de guitare qui doit faire plus mal qu'un coup de chaise. Et au niveau
t'es spécialiste, hein, parce que j'ai écouté le Wrestling Observer, du coup, et il pourrait très bien avoir une commotion sur un coup comme ça, le pauvre Baylor, encore une fois. Donc, c'est pas de chance, c'est mal exécuté. Voilà, une prise de risque pour rien dans un weekly, pour une rivalité de toute façon qui va nulle part, puisque on va embrayer sur Bray Wyatt. Voilà, Samson, il y a toujours du boulot, mais il tient bien son personnage. Mais voilà, c'est un match qu'on a déjà vu la semaine dernière, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Prise de risque pour pas beaucoup d'intérêt, donc plutôt carton rouge là-dessus en finale. Ouais, très positif sur ce Raw, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais moi ce que je trouve dommage, c'est que bon, même s'ils ont mis énormément de temps à la démarrer cette rivalité, j'aurais aimé que ça monte un peu d'un cran. Et là, on vient nous saper le moral avec Bray Wyatt qui. Je sais plus si c'est pas sa faute ou si c'est finalement un peu de sa faute, mais maintenant on sait que Bray Wyatt est synonyme de rivalité chiante. Ouais, bah oui, c'est tout le temps les mêmes, et puis il dit toujours la même chose, et puis voilà. Il a sapé la rivalité principale de SmackDown pendant, je sais pas, 4 mois, voire plus, avec Randy Orton. Alors bon, nos camarades du supplément SmackDown sont capables de défendre ça, mais je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'était sûrement une des pires rivalités au moins de ces dernières années. Pour moi, dans l'absolu, ouais, il y avait des moments où ça semblait devenir intéressant, puis au final c'était une perte de temps monumentale, hein, qui a débouché sur Jinder Mahal. Perte de temps aussi, par exemple, contre Rollins, hein. Qu'est-ce que ça a donné cette rivalité? Rien du tout au final. Il a gagné avec une dread dans l'œil et un pouce dans l'œil, voilà. Bon, il paraît qu'il y a des gros projets pour Bray Wyatt. J'ai peur de le voir monter dans le main event, mais voilà, je pense qu'on va encore s'ennuyer ferme avec ce truc-là. On a l'impression qu'ils se disent le personnage est tellement fort, enfin tellement marqué de Bray Wyatt qu'on n'a jamais besoin d'écrire quoi que ce soit pour lui. En fait, il a juste à raconter de la merde et dire à ses opposants que tu fais semblant d'être un gentil, ou alors tu te prends pour un dieu mais c'est moi le dieu. Voilà. C'est les deux trucs que fait Bray Wyatt avec tout le monde depuis 1 an, 2 ans. Mais voilà. Mais du coup, c'est l'adversaire idéal, Finn Balor. Normalement, on a une confrontation entre le Demon King et le mec qui se prend pour un dieu, donc ça devrait, ça devrait être cohérent, ça devrait donner quelque chose qui fonctionne, mais moi je dis ça pourrait être intéressant s'ils arrêtaient avec ces vidéos sur le Titan Throne et s'ils mettaient juste. Oui, il faut faire autre chose. Y a pas. C'est pas parce que le mec est mystique ou qu'il est censé avoir des super pouvoirs que déjà le truc des super pouvoirs ça marche plus aujourd'hui. Arrêtez avec ces trucs là. Un mec peut être mystique et pas avoir de super pouvoirs. Il peut être intéressant et intriguant sans avoir de super pouvoirs. Et donc Bray Wyatt, juste un face à face avec Finn Balor, avec un échange, ça serait beaucoup plus intéressant. Bien entendu, je pense qu'ils font pas confiance à Finn Balor pour avoir un micro plus d'une minute. C'est pour ça que d'ailleurs ça n'a pas été remarqué, je trouve, dans les podcasts que j'écoute, mais Finn Balor, on lui a coupé le sifflet quand même pas mal, hein, depuis qu'il est arrivé, il a quasiment jamais le micro. Je pense qu'ils se sont rendus compte que voilà, il a des progrès à faire. J'espère que justement il travaille là-dessus. On va passer vite fait sur les Revival en coulisses qui expliquent que les Hardys vont se faire démonter ce soir, hein, puisqu'il y a un match Revival contre les Hardys, et ils vont prouver que les flips c'est naze et les fists c'est vachement mieux. Sponsorisé par la fistinière. C'est le moment de la grande révélation, le moment que vous attendez tous. C'est Kurt Angle qui maîtrise enfin son smartphone, qui sait enfin lire des SMS en entier, et qui va nous révéler ce qui le trouble depuis des semaines et qui risquait sa carrière et tout ça. Bref, ce secret de Polichinelle, si vous suivez un petit peu internet. Donc il introduit le truc en disant sa famille le soutient dans cette épreuve, c'est une annonce difficile. Pendant ce temps, le public
décide d'être le plus pourri qu'on a vu en plusieurs semaines, puisqu'ils lui font des watts à chaque fin de ses phrases. Kurt Angle, hein. C'est Kurt Angle au milieu du ring et le public le watt. Donc c'est particulièrement agaçant, mais bref. Il annonce que il a couché avec une jeune fille quand il était, je sais plus, vers la fac ou un truc comme ça, et puis il l'a quittée après. Et elle a eu un bébé. Et elle l'a pas gardé, elle l'a mis en adoption. L'histoire d'éviter à la WWE de faire une fausse femme de Kurt Angle. Donc du coup elle a mis le bébé en adoption. Et ce fils, eh bien c'est Dixie Carter. Non, ce fils c'est Jason Jordan. Parce que Chad Gable c'était un peu trop facile. Donc du coup c'est Jason Jordan. Et Jason Jordan, bah, il arrive et puis il annonce en même temps Kurt Angle que vu que c'est son fils, et bah maintenant Jason Jordan il est à Monday Night Raw parce que pourquoi pas. Pour être plus proche de son père. Et c'est comme ça que finalement, sans le dire, la WWE dit clairement les American Alpha, walou, c'est fini. C'est fini. C'est fini sans avoir véritablement commencé. Enfin en tout cas dans le roster principal au niveau des rivalités ou même d'avoir le titre, etc. C'est quand même la tag team la plus prometteuse de ces dernières années avec Revival. Exactement. Donc bon, et le segment se termine comme ça. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de troisième personne qui vient pour dire c'est scandaleux ou quoi que ce soit. C'est juste une annonce comme ça, dans le silence le plus total du stade. Enfin de l'arène. Est-ce qu'on en pense vraiment quelque chose? Vas-y. Alors à Catch Up on essaye toujours de montrer le positif, hein, de mettre en avant le positif. On n'est pas le genre de vous podcast inquiétez pas. où alors juste pour les auditeurs qui sont encore là. Voilà. les spectateurs qui sont encore là, ne vous inquiétez pas, il y a du bon à la fin. Il y a du très très bon à la fin. Tout ça va être sauvé à la fin, vous verrez. Voilà. Une pirouette. Restez pour le dessert. Restez pour le dessert. Restez. Voilà, comme je disais, on n'est pas ce genre de podcast là à descendre la WWE, les choix des bookers. Il y en a d'autres qui font ça bien mieux que nous. Nous, on aime bien ce qui est positif, mais alors là, franchement, je suis désolé, il y a rien à sauver dans toute cette séquence. Ça fonctionnait pas. Le public devait avoir l'info, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont pourri le segment du début à la fin avec les watch chants. Il n'y a eu aucune réaction quand il y a eu l'annonce. De toute façon, l'annonce, franchement, elle est débile. En 2017, voilà, essayer de nous faire croire à un enfant illégitime de Kurt Angle. Sur Internet, je pense qu'on peut retrouver le certificat de naissance de Jason Jordan. Donc, ça fonctionnera jamais. T'as dit, c'est la fin des American Alpha. Donc déjà, ça, c'est un scandale parce que c'est effectivement une des équipes les plus prometteuses qu'on attendait de voir réellement, même si elle a été championne de SmackDown. Ça a été très peu... Oui, enfin si, ils ont été champions, mais c'est passé... C'est passé, voilà, ils ont eu 3 matchs peut-être à tout casser dans l'année. Voilà, déjà ça c'est scandaleux. Et Jason Jordan, sa carrière, moi je pense qu'elle est morte d'entrée de jeu en débarquant à Raw avec une histoire comme ça dans le roster principal. Personne ne le prendra au sérieux. En solo, déjà que ça a jamais fonctionné. Jason Jordan à NXT, c'était difficile pour lui. Ça a vraiment fonctionné quand il s'est mis en équipe avec Chad Gable. Ouais. C'est Chad Gable de toute façon la star de l'équipe. Mais lui, comme ça, en solo, avec en plus ce boulet maintenant à se traîner, de faire croire qu'il est le fils de Kurt Angle, pour moi, sa carrière, elle est morte. On l'a vu, par exemple, face à Randy Orton à SmackDown dans des matchs un peu 2 contre 2, je crois. Il a un gabarit qui est largement en dessous, par exemple, d'un Randy Orton. Il fait impressionnant comme ça, mais quand il est face à des vrais heavyweights, c'est moins évident. Donc il part quand même avec un désavantage certain pour essayer de le faire passer en main eventer. Là, pour moi, franchement, c'est mort. Et je pense que s'il survit, il ira loin. Mais je pense que toute cette histoire, d'ici 3 semaines, on n'en parle plus. C'est complètement oublié parce que c'est vraiment un naufrage complet. C'est 0 sur toute la ligne. Hein. Ouais. Enfin, je serais peut-être pas aussi catastrophiste, mais pour moi, j'ai du mal à voir quelle place il va avoir dans Raw, surtout dans un Monday Night Raw où, comme vous avez pu le voir ou plutôt l'entendre depuis le début de ce podcast,
il y a déjà pas mal de gens qui arrivent pas à trouver leur place dans la carte. Qui arrivent pas à trouver leur rivalité ou les connexions entre les personnages sont difficiles à faire. Et là, on en a un en plus qui en plus à un moment où finalement les tag teams, enfin les rosters de tag team, que ce soit à Raw ou à SmackDown, tous les spécialistes ou tous les sites de catch sont quasiment d'accord pour dire que les rosters de tag team manquent de talent, que on tourne à vraiment deux très bonnes tag teams par show, et le reste est un petit peu en deçà. Enfin bon, là il y en a à Raw, il y en a au moins 3, mais voilà, c'est pas le moment de. Du coup quand même on a séparé 2 tag teams en 3 semaines entre Enzo et Cass dans une machine Afrique et une des équipes qui était amenée à être l'équivalent des Steiner Brothers, quoi. Mais... Et en plus les 2 tag teams babyface, les 2 tag teams les plus aimés à la sortie d'NXT depuis la création d'NXT. Avec, sans compter DIY, Gargano et Ciampa qui sont aussi séparés, alors que c'était aussi une potentielle équipe de babyface qui aurait pu marcher du tonnerre du feu de Dieu, quoi. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est un enchaînement de mauvaises idées. Et ce segment-là, pour moi, c'est une catastrophe au même point que Mahal champion. C'est quelque chose qui va faire forcer les gens à changer de chaîne, à zapper. On va perdre des auditeurs, ça va faire fuir les gens, mais bon, on va perdre des auditeurs. On va perdre, voilà. Non, mais c'est vraiment ça, c'est très très mauvaise idée, mauvais pour le business, comme on dit. Voilà. Bon, les tag teams ne sont pas terminés puisque nous avons quand même les Hardy Boys contre Revival ce soir, et ça c'est une belle affiche. Je vais raconter un petit peu le match. Donc les Hardy commencent très fort, puisque c'est Matt qui est beaucoup plus agressif que ces dernières semaines contre Scott Dawson, qui se fait donc du coup Scott Dawson qui se fait vraiment mener par le bout du nez au début. Et puis à un moment, les deux du Revival réussissent à piéger Matt dans leur coin du ring. Et puis voilà, il le massacre un petit peu, et puis Jeff au bout de quelques minutes, il pète un plomb, il sort pour attaquer Wilder, qui faisait le malin, qui se moquait un petit peu de lui. À ce moment-là, l'arbitre vient intervenir pour stopper Jeff, parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir. Et Dawson en profite pour massacrer un peu plus Matt dans le coin. Après 5 bonnes minutes de domination sur Matt Hardy, Dawson fait une erreur et Matt réussit à faire le hot tag à Jeff. Jeff il enchaîne donc du coup après les tombées sur Wilder, mais à chaque fois ça n'arrive qu'au compte de 2. Il tente une fois sur Dawson aussi, mais ça ne marche pas. Twist of Fate pour sa deuxième tentative, et là Wilder vient sauver son frère moustachu. Alors que Jeff monte sur le poteau pour sa Swanton Bomb sur Scott Dawson, pour faire le finish du match, on sent que c'est la fin. Et bien Wilder arrive dans le dos de Jeff Hardy et le repousse. Donc Jeff tombe les couilles la première sur la corde. Apparemment depuis Great Balls, ils adorent les spots comme ça. Et Scott Dawson récupère les miettes avec un petit paquet. Et au 3e compte, il attend bien le compte de 3 pour tirer la culotte. Et ça c'est le détail. Ça c'est le détail Revival qu'on adore. Je vous ai pas raconté toute la magie des Revival, de combinaisons, je m'occupe de la jambe droite, tu t'occupes de la jambe gauche, je m'occupe de tel truc, etc. C'est un match à regarder. C'était pas un match 4 étoiles, mais c'était un très très bon match, et c'était une nouvelle preuve que les Revival, it's the shit, comme disent les Américains.
Ouais, plutôt un bon match. Après, c'est dommage que c'était placé comme ça dans la carte parce que du coup, moi, j'étais lessivé après le segment Kurt Angle, donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans tout ça. Victoire du Revival, ça c'est plutôt bien parce qu'il faut les faire gagner. Les Hardy qui sont sur une losing streak là, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Hein, ils enchaînent les défaites là depuis quelques semaines, donc tout ça va sûrement mener à quelque chose de très intéressant. Parce qu'il y a du monde là qui se bouscule entre le Revival et l'Hardy. Ils peuvent encore sortir un match en pay-per-view comme ça qui risque d'être très cool, mais je pense qu'on va sûrement aller vers un Fatal 4-Way, quelque chose avec des échelles des tables pour SummerSlam, avec tout ce beau monde, Sheamus, Cesaro, le club, voilà, c'est le club qui a gagné, donc on rappelle juste pour les gens qui n'ont pas regardé la semaine dernière, le club qui a gagné contre les Hardy la semaine dernière. Exactement. Donc voilà, plutôt sympa dans l'ensemble. Dommage que voilà, tout ça est noyé dans un show qui était pas très excitant, mais voilà, ça se goupille plutôt bien pour le Revival. On espère que ça va continuer comme ça. Il faut que ce soit une part importante des tag team. Donc voilà, comme ça, c'est plutôt bien géré. Et d'ailleurs, je sais plus si j'ai dit la semaine dernière, et c'était peut-être il y a 2 semaines parce que je suis en train de me souvenir du dernier podcast. Enfin bref. Tu n'étais pas là pour le dernier podcast. Oui, je n'étais pas là. Pas là. Donc, pas de nouvelles donc du coup de Cesaro Sheamus. Normalement, Sheamus était censé tourner en août son film là de la WWE, mais peut-être qu'il le tourne en avance. Parce que ils étaient nulle part. Hein. On les a pas vus ni dans une vidéo ni quoi que ce soit. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, peut-être. On va passer au gros morceau. C'est Just Joe contre le Big Dog. Samoa Joe contre Roman Reigns. Le gagnant affronte Brock Lesnar à SummerSlam, hein, on vous le rappelle, pour la ceinture universelle. Ça commence avec une sorte de test de force entre les deux, qui va faire tomber l'autre avec des gros coups d'épaule. Et puis on a une coupure pub et juste après on voit Samoa Joe lancer un pele kick sur Roman Reigns dans le coin qui sonne le Big Dog. Chacun y va ensuite de son tombé, mais c'est clairement Joe qui domine. Après une longue séquence de soumission de Joe sur Reigns, Joe balance une souplesse très rapide, compte de 2, ça marche pas, il se relance dans la soumission, il fait du trash talk, Roman Reigns, il dit c'est qui le bonhomme, c'est pas toi. Roman Reigns revient ensuite avec une série de clothesline, une flying clothesline, tombé de 2. Ils se retrouvent dehors un peu plus tard et se mettent des grosses patates, un bon duel de badass. Puis une nouvelle coupure pub et reprise au centre du ring, Samoan Drop sur Samoa Joe, compte de 2, Superman Punch, compte de 2, les deux sont à bout de souffle, quand quelqu'un arrive derrière le Titantron, et c'est Braun Strowman qu'on avait vu la dernière fois ensanglanté, titubant dans un parking. Et bien il est là, il vient tirer Samoa Joe du ring, puis arrive vers Roman Reigns qui tente de le repousser. Mais Strowman reprend le dessus, balance Reigns de l'extérieur à travers les cordes dans le ring, surpuissant. Joe se relève et vient affronter Braun à l'extérieur du ring. Mais Samoa se prend vite une clothesline meurtrière du géant. Braun va pour finir le boulot sur Reigns, puis Joe, puis Reigns. Il fait des allers-retours dans le ring avec des bons gros coups d'épaule. Malgré la collaboration de Joe et Reigns pour essayer de tuer le géant, rien n'y fait. Reigns tente même son Superman Punch qui est attrapé au vol et fini en Spinebuster par Braun Strowman. Oh là là, impressionnant. Braun finit par les massacrer à coups de Power Slam comme des steaks. Braun veut prendre Roman à la maison, donc il le tire par son gilet. Il est à 2 doigts de le ramener chez lui. Mais à ce moment-là, la sécu arrive. Braun décide de balancer, je crois, un dernier Power Slam sur Roman Reigns, histoire de le tranquilliser un petit peu. Parce que oui, il revient sur ses pas quand il voit Roman Reigns bouger encore un petit peu. Il se dit, il est pas encore mort. Et donc, donc voilà, un petit Power Slam pour se dire au revoir. Les deux main eventers sont morts. Braun retourne dans sa grotte.
c'est la fin. Quel main event, bordel de merde. On a galéré, hein. Tout le show c'était la misère, on s'ennuyait ferme, on était désespérés. C'est la récompense. Et c'est la récompense, ouais, les trois monstres là, les trois Golgoth. Le match déjà était exceptionnellement bon entre Samoa Joe et le grand maître chien Roman Reigns. C'était strong style, hein. Ça frappait fort, il y avait des concours de clothesline là, les deux se sont envoyés encore une fois plein la gueule. Ça fonctionne entre Samoa Joe et Roman Reigns. Du main event de Cador là, de gros Golgoth. C'est serré, on sait pas qui va gagner entre Joe et Reigns. Et là il y a Braun Strowman qui débarque, le monstre, le géant. Voilà, ça c'est... Il prend Big Cass, il le mange, hein, il le recrache, c'est réglé. Et quel mec... Alors, impressionnant, Braun Strowman encore pire qu'avant, quoi. Il prend Roman Reigns, il le balade, il le jette à travers le ring là, comme si c'était rien du tout. Les power slams qu'il administre sont monstrueux. Les spinebusters, mon dieu, oh là là, quelle puissance, quelle monstruosité, hein, le monstre parmi les hommes. Donc là, il s'impose comme le géant, le géant du main event, hein, le mec le plus dangereux du roster. Je vois pas qui sera susceptible de le battre. Il a séché Joe, il a séché Roman Reigns en même temps. Ils étaient aplatis comme des crêpes au milieu du ring, alors que les deux étaient monstrueux dans le match avant. Là, franchement, ils ont marqué le coup. Comme je dis, voilà, ça sauve complètement le show. On voit qu'il y a le main event, on voit qu'il y a ces trois stars-là, plus on va rajouter Brock Lesnar, et le reste, c'est... Comme je disais la semaine dernière, c'est du détail, c'est l'habillage qu'il y a autour. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le main event. On sent qu'ils travaillent le main event, les nouvelles stars, qui sont à deux doigts d'avoir leur nouveau gros money maker là, avec Joe, avec Strowman, Reigns qui est toujours dans la partie. Et ça fait plaisir de voir ça après avoir galéré toute l'émission. Le reste, c'est de la middle card, hein. Rollins, il est sur la touche. Ambrose aussi, ça va être super difficile pour eux de revenir dans la partie. Baylor, ça va être, il est frais, donc il y a moyen de faire quelque chose. Mais là, maintenant, on a vraiment des mecs qui sont dans le main event, qui sont la classe au-dessus, et on va venir voir les shows pour eux. Donc ça peut sauver la situation. J'étais vraiment très 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 satisfait de ce main event. C'était vraiment spectaculaire comme on l'aime, violent, brutal, voilà, tout ce qu'on aime, quoi. Et bah tout pareil. J'ai pas grand chose à rajouter. C'était excellent. Si vous êtes sur YouTube, vous avez vu mon t-shirt, donc vous avez compris que Strowman et moi, c'est pour la vie. Strowman, qui d'ailleurs, on s'est moqué de moi dans mon top. Si vous voulez aller voir les tops de l'année, notre vidéo qu'on a fait en décembre dernier, on s'est moqué de moi parce que je parlais de Strowman comme un rookie, parce que je considère que la carrière de Strowman n'a commencé que quand il est sorti des Wyatt. Sinon avant, on le voyait de temps en temps, il faisait rien, hein, il frappait deux gars et puis c'était terminé. Donc je le considérais comme un rookie, et c'était mon rookie de l'année de l'an dernier. Là, cette année, je suis pas loin. Pour l'instant, c'est le MVP, hein, c'est vraiment le gars qui rend. Dès qu'il y a Strowman dans Arrow, c'est toujours intéressant, c'est toujours. Il y a toujours quelque chose, quoi. Donc là, ils réussissent à ne pas. Ce qui est dingue, c'est que donc du coup, ce qu'on a pas dit, c'est qu'il n'y a pas de résultat à ce match. Il y a pas eu de résultat. En et plus. donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est est-ce que ils vont écarter une nouvelle fois Reigns pour le remettre avec Strowman. Est-ce que on va avoir un Fatal 4-Way à SummerSlam, un Fatal 4-Way avec les 4 mecs les plus baraqués du monde du catch. Non, on veut le Fatal 4-Way, on veut voir les 4 en même temps dans le ring, putain. Oh mon dieu, ils vont casser le bâtiment. Hein. Ouais. C'est un truc. Et comme tu dis, hein, Braun Strowman, c'est 2015, hein, le début de sa carrière. Ça fait 2 ans qu'il est là. Il est au top of the mountain, quoi. Il faut quand même saluer le gaillard. Tu l'avais vu en live comme moi. Oui. On avait bien vu qu'il y avait quelque chose derrière, hein, que c'était pas du flanc. Non, il faut saluer quand même le talent du bonhomme. Hein. Est-ce qu'il y a 2 trucs. Je pense que bon, il y a une chose qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'on l'a mis contre Reigns.
Ça c'est obligatoire, ça l'a beaucoup plus. Il est arrivé à un niveau de popularité beaucoup plus grand parce qu'il était contre Reigns. Mais à côté de ça, il fait des choses que aucun autre géant baraqué comme lui fait, quoi. Il y a des choses qui sort comme ça, où il est dans une séquence où il est dans la brutalité de base, et puis juste après il va faire un spinebuster. Tu fais, le gars quand même, il connaît son catch. Ouais non, c'est fantastique, et pour le coup on n'est même pas énervé que ça se finisse pas ce match. Pourtant les main events qui se finissent pas, généralement moi c'est le genre de truc qui énerve, qui se finissent en disqualification ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et il y a très peu de choses dans ce qui peut se passer qui peuvent être mauvaises, tu vois. Donc du coup, que ça soit qu'ils nous remettent un Reigns Strowman, ou alors qu'ils nous mettent un Fatal 4-Way, ça sera toujours du bon. Donc tout va. Et puis Joe ne perd pas face à Roman Reigns, hein. C'est pas rien ça. Oui, aussi. Ouais, Joe qui a été quand même vers la fin du match à deux doigts de perdre, hein, à 3 tombées vraiment just, où il est sorti à 2,5, hein, mais donc voilà. Bon, c'est le moment du mot de la fin. Un top, un flop, une note. J'ai fait une chorégraphie, ça va être la Macarena. Désolé pour les gens qui nous écoutent, j'étais en train de faire une sorte de petite danse. Désolé aussi pour les gens qui nous regardent. Désolé aussi pour les gens qui nous... Désolé pour tout le monde. Bon allez, on va passer à ça. Top, flop et note. Bah vas-y, Ring. Alors le flop, on va le donner à Kurt Angle et Jason Jordan, hein, parce que c'est comme je disais, pour moi c'est une mauvaise idée. Ça peut faire fuir les spectateurs, donc carton rouge complet. Le top, évidemment, ça va être le main event, hein, parce que c'était absolument splendide de bout en bout. Ça a complètement sauvé le show. Et la note, alors j'étais parti pour mettre un 1, mais alors en reparlant du main event, j'ai envie de mettre un 2 et un point complet pour le... Non, on va mettre 1 parce que c'est vraiment trop de la merde tout le show jusqu'à ce putain de main event. Il y a les 4 qui sauvent le truc, mais alors tout le reste, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, il est temps de tout rechanger tout ça et de vite oublier cette histoire de Kurt Angle. Là, on met ça sous le tapis et puis on passe à autre chose parce qu'il y a absolument rien qui fonctionne, que ce soit Rollins, les filles, Baylor contre Samson, tout ça, c'est mou du genou. On attend que le main event et on attend que les gros monstres. J'espère que ça changera un petit peu pour la suite. Alors, bien entendu, je ne vais pas être aussi sévère. Mais mon top, je vais le donner au Revival, qui avait pas eu de match, je crois, à Raw depuis un bail. Ils ont pas eu de match la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'ai regardé un petit peu en travers. Non, c'était le club contre les Hardys la semaine dernière. Ouais, voilà, ils sont peut-être intervenus. Ils sont venus attaquer à la fin, ouais, c'est pour ça. Donc voilà, ils avaient pas eu de match depuis très très longtemps, hein, à cause de la blessure de Wilder à la mâchoire, je crois. Là, ils se sont repositionnés comme une tag team passionnante à regarder. Je suis persuadé que les gens qui voient pour la première fois, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voyaient pour la première fois Revival faire du catch. Ils ont fait eux ils sont intéressants, ils sont amusants, ils sont imprévisibles. Donc bravo les Revival, continuez comme ça, vous êtes toujours parfaits. Et le flop, je vais le mettre finalement au Cruiser, ou au mec qui décide de mettre un deuxième match de Cruiser dans Monday Night Raw. On a déjà dit que c'était que ça servait à rien. Arrêtez de le faire, arrêtez de mettre un deuxième match qui sert à rien, qui nous casse les couilles et qui est fait pour aller chercher du merchandising ou faire pipi. Donc voilà, je suis pas aussi négatif que toi sur les filles, hein. Je suis content que Bayley refasse, même si le match a été sabordé, que Bayley refasse des matchs où elle est crédible, où on lui remonte un petit peu son aura et on arrête de la sacrifier sur l'autel de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Contre Alexa Bliss, elle s'est fait massacrer. Ensuite, il y a eu un match, je crois, je sais plus, un
multifemme. Ouais, le gauntlet où elle a été éliminée par Nia Jax assez rapidement. C'est ça, ouais, voilà. Le gauntlet contre Nia Jax où elle était. Bayley était ridicule dans ce match, elle s'est fait massacrer. Donc voilà. Par contre, ma note va pas être folle. Moi, je vais mettre 2,5. À cause du match tag team que j'ai vraiment beaucoup aimé et du main event qui était fantastique. Et l'intrigue féminine que je trouve sympa. À côté, le truc c'est que les trucs qui étaient mauvais étaient vraiment mauvais. Kurt Angle, je comprends pas comment ils mettent des mois. Enfin, ça fait combien? Ça fait 1 mois et demi peut-être qu'ils ont commencé ce truc-là. Comment ils mettent autant de temps sur un secret, un truc comme ça, et ça finit avec ça. Ça finit même pas. C'est même pas une question que ça soit Jason Jordan, c'est que juste qu'il s'est rien passé. Il y avait pas de. Normalement, s'il y a un secret comme ça, au moment où il est sorti, il y a une rivalité qui commence. Il y a un truc, il y a une tension, il y a un ennemi, il y a quelque chose. Il s'est rien passé, rien du tout. C'est comme si ils avaient annulé leur plan de base et que finalement ils avaient juste sorti ça. Ou peut-être que c'est juste une blague de Vince. C'est peut-être juste ça. Il s'est dit Kurt Angle il est blanc, Jason Jordan il est noir. Bref, ce sera tout pour ce catch-up 64 du 17 juillet. Vous pouvez nous suivre sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube. Si vous nous voyez en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à nous mettre des commentaires de votre top, votre flop et votre note, et nous répondrons si vous avez un truc à nous dire en particulier ou une réflexion en particulier, et ben on en parlera dans le podcast. On citera votre commentaire, et puis on vous dit on vous dit à très bientôt. Mais en fait, je dois aussi vous parler de Talking Catch, parce que Talking Catch est revenu. Talking Catch est disponible, par contre uniquement sur YouTube. Pourquoi? Parce que je suis un gros flemmard. Donc si vous voulez voir Talking Catch, pour l'instant, c'est sur YouTube, c'est en vidéo HD 4K de la mort, et on parle du départ de Austin Harris, on parle du Mae Young classique, et de d'autres choses, de jeux vidéo, tout qui est 18. Voilà, c'est moi et Ringside. On shoot the shit, hein, on comme dirait Stone Cold, c'est-à-dire on analyse et on dit des conneries. Quoi d'autre? Et ben je remercie Ringside. De rien. D'être venu. Merci à toi. Et je vous souhaite tout simplement une superbe semaine pleine de catch. N'oubliez pas le supplément SmackDown, présenté cette semaine par Ringside, votre chouchou, il est partout. Et je vous partout dis... on ne m'attend pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.